Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Outre-mer 2, je me trouve au ministère des Outre-mer où depuis quelques jours les rencontres se multiplient entre le nouveau ministre des Outre-mer et des parlementaires, des élus des régions d'Outre-mer. C'était aujourd'hui le tour de Victorien Noël, sénateur de Guadeloupe, de rencontrer le ministre. Plusieurs sujets ont été abordés, dont l'évolution institutionnelle, le budget Outre-mer ou encore l'insécurité en Guadeloupe. Je vous propose d'écouter Victorien Noël. Manuel Valls, à sa demande, m'a reçu, comme il le fait avec d'autres parlementaires et d'autres personnalités. On s'est vu longuement hier aussi au Sénat, puisque c'était l'examen de la mission Outre-mer, disons le budget Outre-mer. Et c'est vrai que le ministre arrivant, ayant le titre de ministre d'État, ça veut dire qu'il a l'écoute et la confiance du Premier ministre. C'est le Premier ministre qui tient les cordons de la bourse. Important, hein. C'est un point très important, je le lui ai dit, c'est pas simplement symbolique et honorifique. Ça veut dire que dans la hiérarchie protocolaire, il est deuxième, Borne deuxième, lui troisième, pardon, dans le rang protocolaire. Ensuite, dans les arbitrages, un titre de ministre d'État, quand vous avez du poids politique, ça sert. Et donc d'ailleurs, il a obtenu près de 700 millions en plus. Si on avait voté à l'époque le budget Barnier, porté et défendu à l'époque par François-Noël Buffet, ancien sénateur, aujourd'hui encore ministre auprès du ministre de l'Intérieur, c'eût été une catastrophe. Et là, hélas, il a fallu attendre la catastrophe sociale, politique et sécuritaire en Nouvelle-Calédonie pour en prendre conscience de la nécessité d'accorder une priorité aux Outre-mer. Et puis la catastrophe naturelle exceptionnelle Chido, s'abattant et abîmant Mayotte, a fait prendre une conscience plus aiguë de la priorité à accorder aux Outre-mer. Hier, ça s'est traduit au Sénat par des enveloppes augmentées de à peu près 700 millions. Alors, nous, on l'a voté en disant c'est mieux, on retrouve à peu près le budget de 2024. On n'oublie pas beaucoup de diminutions, beaucoup de baisses entamées depuis longtemps. Ce qui manque, et je viens de le dire au ministre d'État, il n'y a rien sur la vie chère. Les amendements que nous avons présentés, nous socialistes, écologistes et républicains, à savoir augmenter les moyens de l'autorité de la concurrence, augmenter les moyens des OPMR, des observatoires de prix, de marge et de revenus, augmenter les moyens de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, n'a pas été accepté. Le ministre nous renvoyant à d'autres rencontres, d'autres études. On a plaidé pour qu'il n'y ait pas encore des rapports supplémentaires, qu'il y ait encore des enquêtes supplémentaires, des inspections générales. Bref, à perdre du temps. Je lui ai demandé et on lui a donné une feuille de route. Il a tout sur la table. On a des idées à vendre, à défendre, à présenter et qu'on lui les cède volontiers. Il peut faire une grande loi contre la vie chère. Et c'est valable pour tous les Outre-mer, y compris les pays du Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'Atlantique Nord. Ça existe, les moyens existent, les idées existent. Moi, j'ai un texte qui a commencé à être examiné en commission, les auditions ont commencé, et ça devrait être examiné le 4 mars. On a décalé un peu à cause du vote des budgets. Bon. Il y a le problème des insécurités.
qu'il doit absolument examiner. Il manque des effectifs à la police, il manque des effectifs aux douanes, il manque des officiers de police judiciaire, il manque des greffiers, il manque des bateaux semi-rigides en Guadeloupe. Il manque des drones, tout ne doit pas être centralisé à un seul et même endroit. La surveillance côtière doit être revue. Bref, il y a une politique de sécurité bienveillante mais ferme à avoir. Parce que depuis quelques jours, des morts en Martinique, à Saint-Martin, notamment en Guadeloupe. D'ailleurs, il a promis d'aller à Saint-Martin et de venir en Guadeloupe peut-être en février, il décidera. C'est une question essentielle, actuelle et assez pesante. Et donc, il y a là à revoir les narcotrafics. Nous sommes devenus une plateforme, pas simplement de rebond, mais aussi de consommation. Donc il y a là une sorte d'urgence immédiate et mobilisatrice à faire. Et donc il en est conscient. Il y a aussi la question institutionnelle et statutaire. C'est vrai partout. La Corse a bénéficié d'une attention par François Bayrou dans sa déclaration de politique générale. En Guadeloupe, il y a deux exécutifs qui s'opposent, personne ne sait où ils veulent aller. C'est une évidence, mais il faudra bien clarifier tout ça. Donc, de ne pas écarter cette question, et le moment venu, le peuple guadeloupéen décidera, les Martiniquais, les Guyanais décideront. Il n'est pas fermé, donc, à ce que cette question soit posée le moment venu, comme l'ont fait les Corses. Moi-même, j'ai déposé sur le bureau du Congrès en Guadeloupe une écriture constitutionnelle, de révision constitutionnelle. Ça n'a pas été accepté par le président Losbar et par le Congrès, et la question est bien là. Et donc, entre toutes solutions, il faut les examiner toutes et faire un choix éclairé. Voilà, très rapidement, les grandes questions, puisqu'on a voulu évoquer 3 à 4 grandes questions. C'est son budget, c'est le financement de la sécurité sociale, c'est la lutte contre la vie chère pour tous les Outre-mer, c'est les insécurités et c'est la question institutionnelle et statutaire qu'il faut examiner. Si on s'arrête sur le budget, c'est un bon départ pour Manuel Valls? C'est un bon départ parce que, je le lui ai dit très franchement, je connais Manuel Valls depuis longtemps, on était ministres ensemble, j'ai pas été ministre dans son gouvernement, je suis rentré en Guadeloupe pour affronter les élections régionales. On les a perdues dans les conditions que vous savez, un peu bizarres, avec une inéligibilité à la clé pour le président actuel. Cette affaire sera jugée en février, bientôt. Bon, on verra. Sur la plainte du procureur, on verra. Je le connais depuis longtemps et c'est un homme d'énergie, de volonté, on a de bons rapports personnels, il n'ignore rien de ma trajectoire politique, je suis resté là où j'étais, lui il a changé, il a une autre trajectoire, je respecte les destins personnels. Cela étant, connaissant l'homme, on pourra travailler, c'est une évidence. Et c'est vrai qu'il a bien commencé, il a revu et corrigé le projet François Noël Buffet-Barnier en mettant 700 millions de plus. J'ai dit qu'il y a des absences, notamment en matière de vie chère, en matière d'augmentation pour la DOM, pour le SMA, pour la DGCCRF, pour l'autorité de la concurrence, pour les OPMR, ça manque. Sur l'insertion, la réinsertion et les formations professionnelles, il y a là une béance. Bon, mais on ne peut pas être parfait, c'est une évidence. Moyennant cela, et compte tenu des engagements qu'il a pris, nous avons voté la mission Outre-mer. Voilà. Une toute dernière question concernant la vie chère. Comment avez-vous réagi suite à l'article publié par Libération sur le groupe Bernard Arnault? Alors, c'est pas une surprise pour moi, puisque ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis ces affaires, notamment les déboires du groupe Ayotte à l'époque en Nouvelle-Calédonie, où le groupe avait été condamné pour des ristournes de fin d'année abusives, sur la fusion avec Vendémia à l'île de la Réunion.
où ça a donné des résultats très mitigés, ne pas dire un échec. Je pense que la DLC, l'autorité de la concurrence, s'est trompée là, d'autant plus que la cession d'actifs qu'on avait imposée au groupe Bernard Ayotte, ça a échoué. C'est des Mauriciens qui ont racheté ces grandes surfaces. On suit l'affaire depuis un moment. Moi, j'avais le bénéfice de connaître un peu déjà quelques arcanes. Là, au grand jour, après plainte faite par lanceur d'alerte, le groupe a dû respecter ses obligations de publication et de transparence. Et puis, Libération a été un peu plus loin sur les comptes consolidés du groupe. Ce qui a été publié, c'est les comptes du groupe GBH. Mais les comptes consolidés, c'est toutes les filiales, c'est autrement plus parlant et plus significatif. Donc, c'est utile pour la transparence, pour la sincérité des comptes, et pour faire toute la lumière sur la formation des prix, sur l'importance des marges et des profits. Je dis toujours que je respecte Bernard Ayotte et son groupe, ils donnent du travail à nos pays, mais il y a aussi une obligation de transparence, de responsabilité sociale, ils doivent baisser les prix. Il faut changer de méthode, je l'ai dit au ministre M. Valls, que la baisse négociée des prix, c'est simplement une sorte de consentement préalable par les entreprises. Ça dure 3 mois, après, ils font ce qu'ils veulent. Le bouclier qualité-prix est un instrument qu'il faut nécessairement compléter. Ce n'est pas suffisant à lui seul, il faut aller plus loin. J'ai déposé donc une proposition de loi pour connaître les marges intermédiaires, les marges finales, les marges faites aux consommateurs, pour que l'État ait les moyens et les armes de politique économique. Il y a un ensemble de choses, on en a discuté longuement avec le ministre. Moi j'ai une PPL, j'avais une vingtaine d'articles, après ça a été 9 articles, maintenant c'est 3 articles, parce qu'on n'a que 2 heures pour faire aboutir. Et si l'opposition, la droite, au Sénat par exemple, veut tuer tout ça dans l'œuf, ils n'ont qu'à déposer 200 amendements, les 2 heures passent, vous n'avez pas le temps, c'est mort. Donc le gouvernement doit reprendre ses projets, j'ai ma collègue Béatrice Bellé qui dépose, la délégation sénatoriale fait un projet, l'archive veut faire un projet, c'est au ministre à reprendre tout ça. Et je lui ai donné personnellement des idées, et j'ai une feuille de route complète. Mais il faut plus de 2 heures pour le faire. Donc il s'est engagé à étudier tout ça, à voir comment faire. Et je lui ai dit qu'il doit laisser son nom sur une grande loi contre la vie chère dans les Outre-mer, qui intéresse tous les Outre-mer. Voilà. Et donc moi je n'ai pas été étonné. Ce serait la même chose pour les autres groupes. Je rappelle, il y a à peu près 7 ans, il y avait 73 groupes qui dominaient l'économie de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane. 73 groupes. À l'époque, il y a 7 ans, c'était 18 milliards de chiffre d'affaires. C'était 2 fois le PIB de la Guadeloupe et de la Martinique. Additionné, Guadeloupe-Martinique. Et c'est toujours le cas, 7-8 ans après. Mais personne ne sait ça. Mais l'État le sait. La direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes, la direction le sait. La DLC le sait. Mais il n'y a pas les moyens juridiques pour sanctionner les abus de position dominante, les marges excessives, à imposer les injonctions structurelles. Bref, c'est des mots compliqués, mais on connaît le sujet. Il manque une volonté politique. Je l'ai dit très clairement au ministre d'État. Il doit y avoir une volonté politique. M. Macron ne l'a pas eu. Il a abandonné la loi SUC, il a abandonné la loi régulation économique, il a abandonné la loi égalité réelle, il a abandonné un certain nombre de choses en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc j'espère que tout ça reprendra son cours, qu'on résistera au lobby, au pressing fait par les entreprises, à certaines organisations patronales qui ne veulent rien faire bouger, si ce n'est de manière cosmétique et provisoire. Il faut aujourd'hui des obligations. Voilà ce pourquoi je plaide et je lutte. O-News Radio sur outremernews.fr.